Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau de cette force de destruction presque invisible, de cette mécanique de rumination d'autant plus effrayante qu'elle est tapie dans l'ombre et qu'elle dévore quotidiennement l'être humain. Cette puissance de mâchage et de remâchage intérieur continuel, c'est le ressentiment. Pourquoi en parler autant de nos jours ? Parce qu'elle nous semble très vivace aujourd'hui, à l'heure où nos esprits démocratiques s'entassent dans la comparaison avec ses semblables, où la volonté d'une société égalitaire, ou plutôt égalitariste, est devenue une obsession pour beaucoup. Ainsi que l'observe finement Tocqueville, les démocraties ont engendré en chacun ce tempérament de sentinelle, cette observation ultra scrupuleuse et rigide de l'idée d'égalité, au point de jalouser ceux qui auraient plus sans raison légitime. Le ressentiment aujourd'hui, évidemment multifactoriel, s'explique en partie par ce contexte d'une démocratie qui tangue sans cesse entre un idéal égalitariste moribond et la persistance inassumée des privilèges. À cette heure où la structure même de notre société semble s'être figée, prétendre pouvoir guérir du ressentiment dans sa totalité semble être un idéal fantasmé. Comment guérir d'un affect qui semble structurel à nos sociétés ? Comment soigner un sentiment dont on parle bien peu, mais qui est presque rendu légitime par l'accointance des idéologies si nombreuses aujourd'hui, qui tout à la fois proviennent du ressentiment et la galvanisent, ce qu'on appelle le wokisme, ou encore la tyrannie des minorités, la culture de la repentance, le phénomène du bouc émissaire, etc. Toutes développent ce sentiment qu'il y a un ennemi à combattre, un ennemi qui affaiblit, qui détruit, qui détériore l'expérience des plus faibles, des humiliés, des humbles. Le ressentiment semble être aujourd'hui un sentiment central, qui semble partout, mais qu'on ne cible que très peu comme tel. Je vais aussi évidemment aborder le ressentiment en tant qu'affect psychologique. Affirmer pouvoir guérir de cette passion triste est un pari difficile, mais notre compétence n'est pas de pronostiquer sur sa faisabilité, mais d'affirmer d'emblée que ce pari est réalisable comme idéal régulateur, qui me semble bien plus intéressant pour proposer des pistes de réflexion sur les voies de sortie possibles du ressentiment, au moins son amoindrissement, dans la souffrance considérable qu'il occasionne, autant chez celui qui le ressent que chez celui qui le subit. D'ailleurs, il en ressortira que le mot de guérison n'est pas tout à fait approprié. Nous ne sommes pas assez romantiques, je parle du courant de pensée, pour penser que de tels sentiments peuvent se transformer à la manière de la pratique alchimique, mais que le ressentiment dispose d'une ruse cachée, ironique quand on y pense, parce que l'homme, plein de ressentiment, ne souhaite pas guérir au fond pour confirmer sa vision du monde. Nous pensons néanmoins que le ressentiment a en lui un dispositif qui peut le dévier à minima de son aigreur. Nous le verrons vers la fin de cette vidéo. L'ouvert. L'ouvert est une notion poétique inaugurée par Rilke, immense poète viennois du XIXe siècle, qui ne fatiguait pas de chercher l'absolu et dont le besoin de solitude était viscéral. L'ouvert comme ouverture d'horizon. L'ouvert, c'est être dans le monde, de s'endraper comme d'un tissu qui recouvre tout le corps. La création est une façon de témoigner de notre inscription dans le monde. Nous n'avons pas besoin de tout le temps faire retour sur nous-mêmes. Nous pouvons être comme cette plante, cet animal, harnaché au monde, dans un premier temps, du moins, pour embrasser sa densité fascinante, pour prendre un peu de sa coloration, de son odeur, et devenir comme un petit monde en soi. La création n'est peut-être que le témoignage de cela. La sublimation. Cette force qui est potentiellement inscrite en chacun de nous, cette échappée de notre inconscient face à la montée tempétueuse de nos pulsions. Freud la définira de façon différente selon les évolutions de ses théories sur l'inconscient. Freud ne manquera pas de définir ce concept de différentes façons. On peut retenir celle-ci. C'est une certaine espèce de modification du but et de changement de l'objet, dans laquelle notre échelle de valeur sociale entre en ligne de compte, que nous distinguons sous le nom de sublimation.
En substance, Freud dit que tout le mérite de la sublimation est de nous détourner de nos pulsions les plus primitives, qu'elles nous aident à faire société, à fonder la culture. Cette énergie libidinale très primaire est détournée pour nous aider à rencontrer le monde, à transformer nos instincts en création. La sublimation est une puissance de fluidification et de transmutation. La matière noire très solide de nos pulsions s'allège et se transforme pour s'embellir. Je vais vous en donner une illustration à travers l'exemple d'un écrivain qui a ressassé son amertume comme personne, mais qui a su en faire une œuvre. Je vais vous parler un instant de Cioran, cet écrivain à la plume pleine de vitriol et d'amertume. Quand on lit les livres de cet auteur pessimiste aux phrases foudroyantes sur la misère de l'homme, sur la futilité de vivre, on est tenté de penser que l'auteur est ravagé par le ressentiment, qu'il se laisse consumer par lui et qu'il le vomit, ne serait-ce que comme échappatoire pour préserver son psychisme. Pourtant, n'est-on pas frappé par la simplicité pourtant hautement sophistiquée du style littéraire, par l'art de la formule tranchante, l'art de la phrase justement ciselée, cet alliage subtil du fond et de la forme? On assiste désarçonné à un homme qui s'engouffre dans un ressentiment tellement profond qu'on a le sentiment qu'il n'en réchappera pas, mais qui nous sauve pourtant de ce sentiment en nous donnant à le voir pour mieux nous en éloigner, comme sublimé par le style. Quand il écrit des formules comme « l'on ne peut goûter la saveur des jours que si l'on se dérobe à l'obligation d'avoir un destin » ou encore « le seul service que nous pouvons demander aux autres, c'est de ne pas deviner à quel point nous sommes lamentables », ici l'auteur nous montre que le sublime et la lucidité peuvent aller de concert. Cioran est cet écrivain qui témoigne de la tragédie sans fin qu'est notre naissance, mais tout en la transfigurant par l'art. Le recours à la sublimation permet à Cioran de regarder le monde en face dans sa terrible noirceur, ce qu'appelle Nietzsche le dionysiaque, dans Naissance de la tragédie. Notre monde est si irregardable au fond que pendant l'Antiquité, les Grecs avaient au fait de la maquiller dans ces tragédies par des façades, des embellissements, ce qu'ils nomment l'apollinien, tout en canalisant la force autodestructrice du ressentiment, en la transmutant dans une œuvre. Son psychisme reste enquisté par le pu, excusez l'image, de l'amertume. Vous me direz, quiconque bouffi par le ressentiment n'aura pas recours aisément à la sublimation. Pour créer, on pourrait penser qu'il faudrait être dans un certain état qui s'approche de la sérénité et de l'épanouissement. Pour ma part, je n'y crois pas, et je suis convaincu que des pires aigreurs peuvent former des monuments. Pensez à nos écrivains français comme Flaubert, Baudelaire ou encore Céline, d'incroyables prosateurs alors. Je ne pouvais pas ne pas évoquer la dimension incontournable de toute guérison psychique possible. L'examen de soi, l'introspection, la jonction socratique Gnotis et Auton, connais-toi toi-même. Kant reprendra à sa manière cet impératif éthique en nous enjoignant à ne plus être dépendant d'un quelconque maître pour apprendre, afin d'affûter notre esprit critique et notre autonomie intellectuelle. Son fameux cri tel qu'on peut le lire dans Qu'est-ce que les Lumières, sapere aude, locution latine signifiant « ose te servir de ton propre entendement », ce qui veut dire « tu n'as pas besoin d'un gourou, d'un maître, d'une autorité d'une quelconque source pour penser, en ceci que tu es pourvu, de façon innée, d'un entendement qui te permet de penser par toi-même. » Alors en quoi le revanchard gagnerait à pourvoir sa vie de tels impératifs? Nous pensons que l'examen de soi est un antidote à l'imposture. Celui qui s'examine sincèrement aura toute latitude, à moins qu'elle n'ait des mécanismes de défense tenaces, pour réattribuer plus finement les causes de nos rancœurs. L'introspection est le moyen par lequel je tente de prendre conscience des causes qui m'ont poussé à agir, mais sans incriminer ces causes, sans chercher de coupable. Les déterminismes, eux, n'ont pas d'attribution morale à avoir. Elles ne sont en soi ni bonnes ni mauvaises. Elles nous offrent l'occasion d'un décentrement paradoxal. Dès lors que je me prends pour le centre de mes pensées, je me décentre aussitôt en considérant que je ne suis qu'un maillon d'un vaste processus, et ce à l'instar des autres. Devant l'immensité des causes, je cesse d'attribuer des procès d'intention à n'en plus finir aux autres, en commençant à considérer qu'on peut me faire du mal de façon involontaire, parce que ces mêmes personnes ne sont que la petite partie d'un grand tout, d'un processus complexe qui nous fait comprendre très rapidement que l'homme, du ressentiment, prête beaucoup trop de liberté à l'action de ses comparses.
Je retiens de l'introspection cet extrême ramassis du moi, mais dont la finalité est son élargissement. Le ressentiment, lui, se cantonne à voir le monde comme une forêt de signes et d'intentions dirigées contre lui. Son moi est devenu fragile de ses interprétations paranoïaques, et le processus s'auto-entretient. Plus il est faible, plus il se sent persécuté. Plus il se sent persécuté, plus il s'affaiblit. Surtout, il usera sans commune mesure de la projection, c'est-à-dire qu'il déposera, à l'extérieur de lui, des parties de lui-même qu'il dénie, qu'il ne désire pas voir, parce qu'insupportables à sa vue. Ainsi que le dit Hermann Brock, quand le moi ne peut plus s'articuler au monde, il finit dans une sorte de rétractation. Et c'est là que le règne de la peur commence, de là le cortège de persécution, où l'ennemi semble partout alors qu'il est en soi. L'introspection, en résumé, permet cet exercice de réattribution des causes, un meilleur discernement des intentions supposées, l'amoindrissement des biais cognitifs, qui sont autant de filtres noirs entre les yeux de l'homme revanchard et le monde. La philia. La philia, ou l'amitié en grec, et le rire, sont selon nous d'autres manœuvres complémentaires qui nous permettent ce décentrement salvateur et donc notre élargissement. Selon Rilke, là où l'ouvert nous demandait de nous enraciner au cœur des choses de la vie, pour s'en recouvrir de sa substance et densifier notre matière d'être, ici, il est bien plutôt question de recourir à une vue d'en haut, comme dirait Goethe, d'un recul surplombant sur nous-mêmes, et pour cela, rien de tel que la philia et le rire. Selon Aristote dans Éthique à Nicomaque, l'amitié nous élève en ceci qu'elle est le fruit d'une élection, d'un autre tel que moi, que j'érige comme mon égal, mais qui est suffisamment différent pour m'apprendre des choses que je ne connais pas. Ce semblable qui est autre dispose de suffisamment de similitude avec moi pour accueillir sa différence, et donc à élargir mon centre de gravité. Cette force d'amitié est capable de me désaveugler, sans me décontenancer complètement, ou nous retrancher dans nos mécanismes de défense, que sont le déni ou la dénégation. Il nous élève parce qu'il nous aide, au décentrement, à articuler du différent en moi et donc à m'enrichir, à m'élargir. Le rire peut être entendu comme un continuum à l'amitié, une extension, une articulation, en ceci qu'il nous aide à démanteler la rigidité de nos représentations, de nos idées toutes faites sur les choses autour de nous. Ces images toutes faites que nous nous faisons comme un bloc de marbre ne sont plus que des bouts de tissu effilochés. Il reste le ridicule de nos pensées, l'autodérision, le pathétique de pouvoir penser des choses avec tant de tragique, tant de gravité. Nos petits blocages, nos intolérances, nos obsessions, nos haines du dimanche. Le rire vient d'un fracas balayer tout cela, en rappelant combien nous sommes peu de choses, pour accorder tant d'importance aux génuflexions d'un seul corps qui pense, face à une immensité complexe qui lui échappe. Les humoristes les plus talentueux nous tendent un miroir en face, celui de nos opinions les plus ridicules, et ils parviennent à faire ce tour de force de ne pas leur en vouloir, et de nous apprendre à rire de nous-mêmes, souvent à notre insu. La connaissance de soi, la philia ou encore le rire désarme déconstruisent un rapport au monde qui est de l'ordre de la pulsion, de la projection, d'un égocentrisme très primaire. Ces trois modalités déchargent de l'illusion de la possession. L'homme du ressentiment donne au fond le sentiment de tout vouloir posséder, maîtriser sa hargne pourtant vociférante, entretenir ses opinions et ses convictions erronées, comme d'un bijou trop resserré pour être enlevé, maîtriser le mouvement et les pensées des autres, soit pour les tordre indéfiniment, pour les ramener au confort de ses propres biais de confirmation. Je vais aborder avec vous maintenant une vue paradoxale sur le ressentiment. L'idée selon laquelle elle dispose d'une ruse cachée à l'intérieur d'elle-même, qui peut s'activer comme un onguent si l'homme a rencontré des expériences comme celles que j'ai évoquées précédemment. Dire que l'homme du ressentiment est dans une perdition totale nous semble quelque peu hâtif. Cette passion n'a pas manqué de créer des représentations du monde, laisser deviner des impressions, des sentiments, une force qu'il s'agira de s'approprier autrement. Le ressentiment prend à la source l'amertume comme puissance de refus. L'amertume comme capacité à résister de façon active,
à ne pas coller au monde tel qu'il est, dans ses injustices crasses. L'amertume est ce juste milieu entre le ressentiment et l'adhérence naïve et dangereuse au monde, dans ses égarements, ses influences. Adhérer aux choses comme une moule sur son rocher, c'est prendre le risque de rompre tout contact avec soi-même, de ne plus pouvoir faire preuve de discernement, de distinguer d'entre les valeurs, de finalement tout trouver relatif. L'amertume est ce sel qui me déconcerte, qui me fait voir les choses à l'oblique, qui m'arrache à l'adhésion juvénile d'avec le monde, qui m'apprend à me séparer. Et la séparation est un processus incontournable du jeune enfant pour grandir. L'amertume me fait comprendre que je n'ai pas à me coller à ce que j'observe et ce que je vis. Je n'ai pas à avaler les paroles de mes parents ou de mes maîtres. Je n'ai pas à adhérer à la majorité confortable. Je n'ai pas à me coller aux fausses évidences. Ruminer le monde dans ses inversions de valeurs, ses tours de passe-passe est gage de libération et nous invite à arpenter le monde dans sa complexité. Cette non-adhérence béate fonde un dialogue entre moi et la substance du monde. Nos représentations s'en voient élargies. Nous devenons à la fois plus denses et plus souples. C'est pourquoi condamner le ressentiment nous semble être une vue trop étroite. À la source du ressentiment, il y avait bien cette amertume qui avait tenté de voir le monde par en dessous, dans ses profondeurs. L'homme du ressentiment, si paranoïaque au fond, est d'une virtuosité remarquable dans cette investigation souterraine. C'est juste qu'il l'a fait sans discernement, en l'utilisant de façon aveugle et excessive. Pire, ces révoltes sont détournées de leur but. Elles n'ont pas pour but de changer les choses, mais au contraire, de les rendre inertes, en faisant croire que rien ne peut être changé. C'est pourquoi nous pensons que le ressentiment dispose de son propre antidote, malgré l'immobilisme qu'il suscite par ailleurs chez sa victime. Ce goût de l'amertume qui l'accable est au fondement d'un homme qui échoue, qui bute, devant le mur infatigable du monde et ses épreuves, mais qui lutte et qui ne rompt pas. Au fond, l'amertume vient sonner comme une puissance de révolte, et ce par l'entremise de la pensée critique. L'homme du ressentiment, lui, a consumé ses propres forces, sa révolte, pour capituler et maugréer dans une inertie perpétuelle. L'amertume est cette phase où les forces ne se sont pas encore détournées de leur but, comme le fait l'homme du ressentiment. Là où l'homme au goût amer agira pour transformer ce qui lui fait mal, l'homme du ressentiment restera immobile. Là où l'homme de l'amer usera de sa pensée critique pour ne pas coller aux choses qui se présentent à lui, l'homme du ressentiment, lui, sera tout entier collé à ses ruminations. Le ressentiment peut être en cela perçu comme une sorte de perversion de l'amertume, en ceci qu'il détourne ses propres forces pour les retourner contre lui-même, en pointant en prime l'extérieur comme responsable d'un tel amoindrissement. L'amertume est donc cette phase critique, brûlante, dramatique, à la croisée des chemins, qui peut tout aussi bien mener à la route de l'action créatrice, qui transforme, qu'au ressentiment qui fige. L'action est une modalité d'être au monde qui manque profondément à l'homme du ressentiment, et que l'homme capable de goûter à l'amertume devra cultiver pour faire se reculer la puissance obscure du ressentiment. L'action vient désentoiler l'homme du piège d'inertie suscité par l'aigreur infinie. Elle vient transformer trois choses. Le monde modifié par l'action, soi-même distingué en puissance, et le rapport entre soi et le monde, qui n'est plus ressenti comme une impuissance rageuse, mais comme une ouverture, celle des possibles. De cette faculté à transformer les choses autour de lui, et en lui, l'homme qui apprivoise l'amertume s'apaise et gagne en sérénité. Il est capable de bouleverser son supposé destin, qui n'est rien que la projection de son inertie passée. Il est à même de ressentir la quintessence dans une vie humaine, l'amor fati, une expression stoïcienne que reprendra Nietzsche pour signifier l'acceptation de tout ce qui est. Ce dialogue salvateur avec lui-même et le monde engendre une acceptation du monde tel qu'il est. Attention, cela n'a rien à voir avec cette acceptation passive, faute de. Cela n'empêche pas la révolte ou le refus. Ce n'est pas cela le sens de l'amor fati qui est de consentir consciemment à ce qui vous advient depuis votre naissance à aujourd'hui. Dans le consentement au monde,
il y a conscience du consentement. Je sais pourquoi je l'accepte, parce que je sais que les choses n'auraient pu être autrement, ou du moins que si je n'accepte pas ce qui m'est arrivé comme inéluctable, je tomberai dans les geôles du ressentiment. Accepter pour intégrer l'expérience, afin qu'elle ne nous soit pas plus meurtrière, mais qu'elle s'ajoute à notre densité d'être. En cela, l'homme de l'amertume, par une ruse de la vie, nous semble être le plus à même de ressentir la force de ce consentement, parce qu'il s'est battu contre lui-même, ses convictions toutes faites sont prêtes à penser si on peut dire. Il a suffisamment tordu la patte du monde pour voir dans le ressentiment une défaite contre la vie, une de ses expressions les plus aliénantes. C'est sur cette note émaillée d'espoir que je vais terminer cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura questionné sur cet affect visible partout. Je vous dis à très bientôt, et en attendant, portez-vous bien.